Il ne l'a jamais vu venir. Le jour où il t'a trahi, il croyait se débarrasser d'un poids. Il ne savait pas qu'il venait de perdre ce qu'il avait de plus précieux. Et le plus troublant, c'est qu'il ne le savait vraiment pas. C'était pas de la cruauté calculée, pas un mépris conscient de ce que tu valais. C'était quelque chose de plus étrange et de plus profond. Il ne voyait pas ta valeur, pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce qu'il était incapable de la voir tant qu'il t'avait sous la main. Elle était là, immense, juste devant lui, et elle lui restait invisible. Alors, il t'a traité comme quelque chose d'acquis, de garanti, de toujours disponible. Il s'est éloigné en pensant qu'il pourrait revenir, il a négligé en pensant que ça tiendrait, il a trahi en pensant que ça ne coûtait rien, euh, parce que dans son esprit, ce qu'il avait avec toi n'avait pas tant de valeur que ça, c'est du moins ce qu'il croyait. Et c'est là que se cache une des vérités les plus fascinantes sur les êtres humains. Nous sommes souvent aveugles à la valeur de ce que nous possédons tant que nous le possédons. Nous ne voyons vraiment ce que valait une chose qu'au moment où elle n'est plus là. Et cette cécité-là, cette incapacité à voir ce qu'on tient dans ses mains, peut coûter à quelqu'un ce qu'il avait de plus rare. Alors on va comprendre ça ensemble. Pourquoi il ne voyait pas ta valeur pendant qu'il t'avait? Pourquoi une chose ne se révèle souvent qu'à travers son absence? Ce que sa cécité dit de lui et non de toi? Pourquoi tu as si longtemps cru que le problème venait de toi? Et ce qui change radicalement le jour où c'est toi qui vois enfin ce que tu vaux? Premier point, il ne voyait pas ta valeur pendant qu'il t'avait, et pourquoi? Commençons par le cœur du mystère. Comment est-ce possible qu'il ne voit pas ta valeur alors qu'elle était là, sous ses yeux, tous les jours? Comment quelqu'un peut-il être aveugle à ce qu'il possède de plus précieux? C'est pas de la bêtise, ni forcément de la méchanceté. C'est un mécanisme humain profond, et une fois que tu le comprends, beaucoup de choses s'éclairent, y compris sur toi. Commençons par écarter l'explication qui fait le plus mal, celle que tu t'es peut-être donnée. Quand quelqu'un ne semble pas voir ta valeur, le premier réflexe, c'est de penser, c'est que je n'en ai pas assez. C'est que je ne valais pas grand-chose à ses yeux. C'est que je n'étais pas suffisante. Cette explication est la plus douloureuse et c'est souvent la première qu'on adopte. Or, elle est fausse. S'il ne voyait pas ta valeur, c'est pas parce qu'elle était absente. C'est à cause d'un mécanisme qui n'a rien à voir avec ce que tu valais réellement. Il faut comprendre ce mécanisme. Et il porte un nom simple, l'habitude. L'être humain a une caractéristique étrange. Il s'habitue à tout, même à ce qui est extraordinaire. Ce qui est présent en permanence finit par devenir invisible. Non pas parce que ça perd de la valeur, mais parce que notre attention cesse de le remarquer. Ce qui est toujours là, disponible, garanti, on cesse peu à peu de le voir. Il se fond dans le décor. Il devient un acquis, quelque chose qu'on tient pour évident, qu'on ne regarde même plus. Il faut vraiment saisir ce phénomène, parce qu'il est contre-intuitif. On croirait que plus une chose est présente, plus on la remarque. C'est l'inverse. Plus une chose est constante, plus elle devient invisible. Notre attention est faite pour repérer les changements, les nouveautés, les manques, pas pour maintenir sa vigilance sur ce qui est stable et permanent. Donc plus tu étais fiable, présente, constante, aimante sans faille, plus tu risquais, paradoxalement, de devenir invisible à ses yeux. Ta constance même, qui était une immense qualité, jouait contre ta visibilité. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à l'air que tu respires. Il est vital, absolument essentiel. Tu pourrais pas vivre 3 minutes sans lui. C'est peut-être la chose la plus précieuse qui soit pour toi. Et pourtant, tu n'y penses jamais. Tu le remarques pas, tu le valorises pas, tu l'oublies complètement parce qu'il est toujours là, disponible, gratuit, garanti. Sa valeur immense t'est totalement invisible au quotidien. Quand est-ce que tu remarques l'air? Uniquement le jour où il vient à manquer, où tu étouffes, où tu en es privé. À cet instant seulement sa valeur t'apparaît, écrasante. Pour lui, tu étais peut-être cet air, vitale, précieuse, et pour cette raison même, invisible. Il faut maintenant ajouter une couche, parce que dans son cas, il y avait quelque chose de plus qu'une simple habitude. Il y avait une façon particulière de fonctionner qui amplifiait cette cécité. Certaines personnes ont, en plus de l'habitude commune à tous, une tendance à minimiser la valeur des liens, à se protéger en gardant une distance émotionnelle. Chez ces personnes, le mécanisme de la cécité est décuplé. Non seulement elles s'habituent, comme tout le monde, mais en plus, quelque chose en elles atténue activement l'importance de ce qu'elles ressentent par peur de trop s'attacher.
Il faut comprendre pourquoi, par la logique, parce que c'est presque tragique. Ces personnes ont souvent une peur profonde de dépendre de quelqu'un, d'être vulnérables, de souffrir si elles perdent l'autre. Alors, pour se protéger de cette peur, leur esprit fait une chose. Il minimise l'importance du lien. Il se dit, c'est pas si important, je peux m'en passer, ça compte pas tant que ça. C'est une défense, une façon de pas trop s'attacher pour ne pas trop risquer. Mais cette défense a un prix terrible, elle les rend aveugles à ce qu'ils ont. Tant qu'ils l'ont, il faut voir l'ironie cruelle de ce mécanisme, parce qu'elle est au cœur de tout. Le système même qui était censé le protéger de la souffrance est ce qui l'a empêché d'apprécier ce qu'il avait. Ces murs, construits pour ne pas souffrir de te perdre, l'ont empêché de voir à quel point te perdre serait dévastateur. Il vivait quelque chose de précieux à travers un filtre qui en baissait constamment la valeur perçue. Non parce qu'il était incapable de reconnaître ce qui compte, mais parce que son esprit atténuait en permanence les signaux qui lui auraient révélé ce qu'il risquait de perdre. Il faut nommer la conséquence directe de cette cécité, parce qu'elle explique ses actes. Chaque fois qu'il s'est éloigné, chaque fois qu'il t'a négligé, chaque fois qu'il a trahi, il l'a fait sans mesurer ce qui était réellement en jeu. Dans son esprit, il s'éloignait de quelque chose qui serait toujours là, qui pourrait retrouver intact, auquel il pourrait revenir quand il voudrait. Il ne voyait pas qu'il jouait avec quelque chose d'irremplaçable, parce que sa cécité lui présentait ce trésor comme une chose ordinaire, acquise, sans grande valeur. Il négligeait un diamant en croyant négliger un caillou. Il faut bien comprendre ce que ça implique sur la nature de sa trahison, parce que c'est important pour la suite. Sa trahison ne venait pas, la plupart du temps, d'un calcul froid, d'une décision consciente de te faire du mal parce que tu ne valais rien. Elle venait de cette cécité, de cette incapacité à voir clairement la valeur de ce qu'il tenait. Ça ne rend pas son acte moins grave, ni moins blessant, on y reviendra, mais ça change complètement ce que sa trahison dit de toi. Elle ne dit pas « tu ne valais rien ». Elle dit « il ne voyait pas ce que tu valais ». Et c'est pas du tout la même chose. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Comprendre que sa cécité venait d'un mécanisme ne veut pas dire que ça l'excuse, ou qu'il n'est pas responsable de ses actes. Il faut tenir les deux. Le mécanisme explique pourquoi il voyait pas, mais il reste responsable de ce qu'il a fait avec cette cécité, de ses trahisons, des blessures qu'il t'a infligées. Comprendre n'est pas pardonner, et expliquer n'est pas absoudre. Le but de comprendre ce mécanisme, c'est pas de le déculpabiliser, lui. C'est de te libérer, toi, de l'idée fausse que sa cécité serait la preuve de ton insuffisance. Et une seconde nuance, tout aussi importante, pour rester juste, dire qu'il ne voyait pas ta valeur, ne veut pas dire qu'il ne t'a jamais aimé du tout, que tout était faux. C'est plus complexe. Il pouvait ressentir quelque chose de réel pour toi, tout en étant incapable d'en mesurer pleinement la valeur. Sa cécité n'était pas une absence totale de sentiments, c'était une incapacité à voir clairement l'ampleur de ce qu'il vivait. On peut aimer quelque chose et en même temps être aveugle à quel point on y tient. C'est précisément ça, sa tragédie, ressentir sans voir. Voilà le premier point. Il ne voyait pas ta valeur pendant qu'il t'avait, non parce qu'elle était absente, mais à cause d'un mécanisme humain, l'habitude qui rend invisible ce qui est constant et présent, comme l'air qu'on respire, sans jamais le remarquer. Chez lui, cette cécité était amplifiée par une tendance à minimiser les liens pour se protéger, si bien que ses murs contre la souffrance l'empêchaient de voir ce qu'il risquait de perdre. Sa trahison venait de cette cécité, pas d'un calcul, ce qui ne l'excuse pas mais change tout. Elle ne dit pas « tu ne valais rien », mais il ne voyait pas ce que tu valais. Ce mécanisme, cette valeur qui devient invisible à force d'être présente, c'est pas une exception ni quelque chose de propre à lui. C'est une loi profonde du fonctionnement humain qu'on retrouve partout, dans 1000 situations de la vie, et comprendre à quel point c'est universel va t'aider à voir ta situation avec bien plus de recul et de clarté. Deuxième point, pourquoi la valeur d'une chose n'apparaît souvent qu'à travers son absence? On a vu qu'il ne voyait pas ta valeur à cause d'un mécanisme, l'habitude qui rend invisible ce qui est présent. Mais il faut aller plus loin, parce que ce mécanisme n'est pas une petite bizarrerie ni quelque chose de propre à lui. C'est une loi profonde du fonctionnement humain qu'on retrouve absolument partout. Et comprendre à quel point c'est universel va t'aider à prendre du recul sur ta propre situation. Commençons par énoncer cette loi clairement, parce qu'elle est simple et puissante. La valeur d'une chose ne nous apparaît, bien souvent, qu'au moment où on la perd. Tant qu'on la possède, elle reste dans l'angle mort de notre attention. C'est l'absence qui la révèle, jamais la présence.
On pourrait presque dire que le manque est le seul révélateur fiable de la valeur. Ce qui est là ne se voit pas. Ce qui vient à manquer, soudain, éclate en pleine lumière. C'est presque une injustice du fonctionnement humain, mais c'est ainsi. Il faut comprendre pourquoi c'est universel, pourquoi ça touche tout le monde et tous les domaines, par la logique. Notre attention n'est pas faite pour surveiller ce qui est stable. Elle est faite pour détecter les changements. Un manque, une perte, un vide, c'est un changement brutal. Donc notre attention se braque dessus. La présence continue, elle n'est pas un changement, donc notre attention la laisse de côté, la range dans le décor. C'est un fonctionnement économe, notre esprit ne peut pas tout remarquer en permanence, alors il ignore ce qui ne bouge pas. Et ce qui ne bouge pas, c'est précisément ce qu'on possède de stable et de fiable. Il faut illustrer à quel point c'est répandu, parce que tu vas reconnaître ça partout dans ta propre vie. La santé, on la remarque pas tant qu'on l'a, on pense jamais à quel point c'est précieux de ne pas avoir mal, jusqu'au jour où on tombe malade et où on donnerait tout pour la retrouver. Un proche, on s'habitue à sa présence, on le tient pour acquis, jusqu'au jour où il n'est plus là et où son absence devient un gouffre. Le confort, la sécurité, la paix, tout ce qu'on a de stable, on cesse de le voir et c'est seulement quand on le perd qu'on mesure ce qu'on avait. C'est le schéma le plus universel qui soit. Laisse-moi te montrer ça avec une image encore plus concrète. Pense à une lumière allumée dans une pièce, en plein jour. Elle est là, elle fonctionne, mais tu ne la remarques même pas parce que tout est déjà éclairé, elle se fond dans la clarté ambiante. Sa présence, c'est invisible. Maintenant, imagine une coupure de courant, la nuit tombée, soudain, l'obscurité totale, et là tu réalises à quel point cette lumière était précieuse, à quel point elle éclairait ta vie, à quel point tu en avais besoin. C'est pas la lumière allumée qui t'a fait voir sa valeur, c'est le noir de son absence. Tu étais peut-être cette lumière pour lui, invisible tant qu'elle brillait, révélée seulement par le noir qu'a laissé ton départ. Il faut maintenant appliquer cette loi à lui, précisément, parce que ça éclaire ce qui se passe après une trahison. Tant qu'il t'avait, tu étais la lumière allumée en plein jour, invisible. Il pouvait s'éloigner, négliger, trahir en croyant que ça changeait rien parce qu'il voyait pas ce qu'il avait. Mais le jour où tu n'es plus là, où le vide s'installe, où le manque commence son travail, la loi se met en marche. Ce qui était invisible commence à devenir visible. Ta valeur, qu'il ne percevait pas, commence à lui apparaître, à travers ton absence. Le manque révèle ce que la présence avait caché. Il faut comprendre pourquoi ce dévoilement est particulièrement cruel dans le cas d'une trahison, par la logique. Parce que la révélation arrive trop tard et de façon irréversible. Quand tu perds la santé, tu peux parfois la retrouver. Mais quand quelqu'un a trahi, quand il a détruit le lien, la chose qu'il découvre soudain précieuse n'est plus récupérable. Il voit enfin la valeur, au moment exact où il a rendu impossible de la garder. Le manque lui révèle ce qu'il avait, juste au moment où il ne peut plus la voir. C'est la double peine de la cécité, voir trop tard, et voir ce qu'on ne peut plus reprendre. Il faut nommer une chose importante pour ne pas se méprendre. Cette loi, tant que je l'ai, je ne le vois pas. C'est ce qui explique aussi pourquoi il ne suffit pas de revenir en arrière. Certaines personnes, une fois qu'elles voient enfin la valeur à travers l'absence, veulent revenir récupérer ce qu'elles ont perdu. Mais souvent, si elles récupéraient la chose, elles retomberaient dans la même cécité parce que le mécanisme reparlerait, l'habitude reviendrait et la valeur redeviendrait invisible. C'est pour ça que le regret de celui qui n'a pas su voir ne garantit rien, il voit dans le manque ce qu'il ne saura peut-être pas voir de nouveau dans la présence. Il faut maintenant retourner cette loi vers toi, parce que c'est là qu'elle devient utile pour ta guérison. Si sa cécité vient d'une loi universelle, si tout être humain est sujet à ne pas voir ce qu'il possède, alors le fait qu'il ne t'ait pas vu ne dit rien de spécial sur toi. C'est pas que toi t'étais spécialement facile à ignorer, c'est que lui, comme tout le monde, était sujet à ne pas voir ce qu'il avait sous la main. Tu n'as pas été invisible parce que tu manquais de valeur, tu as été invisible parce que la présence rend invisible, c'est la règle, pour tout le monde et pour tout. Il faut tirer la leçon la plus importante de cette loi, parce qu'elle te libère. La visibilité de ta valeur ne dépendait pas de ta valeur elle-même. Elle dépendait de sa capacité à voir, à lui. Deux personnes peuvent posséder exactement le même trésor, l'une le verra, l'autre pas, selon leur capacité à percevoir, pas selon la valeur du trésor. Donc son incapacité à te voir ne mesure absolument pas ce que tu vaux. Elle mesure sa capacité de perception à lui. Et ça, c'est capital, parce que ça détache définitivement ta valeur de son regard. Je pose une nuance importante ici.
parce qu'elle est nécessaire. Dire que la valeur n'apparaît qu'à travers l'absence ne veut pas dire qu'il faut absolument disparaître, se rendre absent, jouer sur le manque pour être enfin valorisé. Ce serait une fausse leçon, et une leçon manipulatrice. Le but n'est pas de te dire rends-toi rare pour qu'on voit ta valeur. Ce serait transformer une observation sur le fonctionnement humain en tactique et te placer encore dans l'attente de son regard. La vraie leçon est ailleurs, elle est de comprendre pourquoi il ne voyait pas, pour cesser de croire que c'était ta faute, pas d'apprendre à te faire désirer par l'absence. Et une seconde nuance, pour rester juste et lucide. Cette loi, on ne voit qu'à travers l'absence, décrit une tendance humaine très répandue, mais elle n'est pas une fatalité absolue. Certaines personnes apprennent, avec de la maturité, de la conscience, à voir la valeur de ce qu'elles ont pendant qu'elles l'ont. C'est même une des marques des gens émotionnellement mûrs, ils savent apprécier le présent, remarquer ce qui est là, ne pas attendre de perdre pour valoriser. Donc ne conclus pas que tout le monde est condamné à cette cécité. Certains voient, simplement lui à ce moment-là ne le pouvait pas. Voilà le deuxième point. La valeur d'une chose n'apparaît souvent qu'à travers son absence, parce que notre attention est faite pour détecter les changements, pas pour remarquer ce qui est stable et présent, comme une lumière allumée en plein jour qu'on voit que dans le noir de la coupure. Cette loi universelle explique pourquoi ta valeur lui est apparue trop tard, dans le manque, au moment où il ne pouvait plus la reprendre. Et surtout, elle te libère. Car si la présence rend invisible pour tout le monde, alors son incapacité à te voir ne mesure pas ta valeur, elle mesure sa capacité de perception à lui. À condition de ne pas en faire une tactique de l'absence et de savoir que certains, plus mûrs, apprennent à voir, ce qui nous amène à une distinction essentielle, peut-être la plus importante de tout l'épisode. Si son incapacité à te voir ne mesure pas ta valeur mais sa capacité de perception, alors sa trahison ne dit rien sur toi. Elle dit tout sur lui. Et pourtant, tu as sûrement fait l'inverse, tu as lu dans sa cécité un verdict sur ta valeur. Il faut défaire ça, comprendre ce que sa trahison dit vraiment et de qui, c'est ce qu'on va voir maintenant. Troisième point, ce que sa cécité dit de lui et non de toi. On arrive à la distinction la plus importante de tout l'épisode, celle qui peut, à elle seule, changer ta façon de vivre cette trahison. Si son incapacité à te voir ne mesurait pas ta valeur mais sa capacité de perception à lui, alors sa trahison ne dit rien sur toi. Elle dit tout sur lui. Et pourtant, tu as sûrement fait exactement l'inverse. Il faut défaire ça, en profondeur. Commençons par nommer l'erreur que presque tout le monde commet, et que tu as probablement commise aussi. Quand quelqu'un nous trahit, nous néglige, ne voit pas notre valeur, notre esprit tire une conclusion automatique. Si on me traite comme si je ne valais rien, c'est que je ne vaux rien. On lit le comportement de l'autre comme un miroir de notre valeur. Sa façon de nous traiter devient, dans notre tête, la mesure de ce que nous valons. C'est un raccourci mental puissant, immédiat et profondément faux. Il faut comprendre pourquoi ce raccourci est faux, par la logique, parce que c'est le cœur de ta libération. La façon dont quelqu'un te traite dépend de deux choses et pas d'une seule. Elle dépend de ta valeur, oui, mais surtout de sa capacité à percevoir cette valeur. Ce sont deux facteurs distincts. Et quand quelqu'un te traite mal, tu ne sais pas a priori lequel des deux est en cause. Est-ce que c'est ta valeur qui manque ou est-ce que c'est sa perception qui est défaillante? Le comportement seul ne te le dit pas. Et tu as supposé, par défaut, que c'était ta valeur. Alors que, souvent, c'est sa perception. Il faut vraiment saisir cette distinction, parce qu'elle change absolument tout. Un aveugle qui ne voit pas un tableau magnifique ne prouve rien sur le tableau. Il prouve seulement qu'il est aveugle. Le tableau reste magnifique, que l'aveugle le voit ou non. De la même façon, quelqu'un qui ne voit pas ta valeur ne prouve rien sur ta valeur. Il prouve seulement qu'il ne pouvait pas la voir. Ta valeur reste entière, qu'il la perçoive ou non. Elle n'a pas diminué d'un iota du fait de sa cécité. Elle était là, intacte, magnifique, pendant tout ce temps où il ne la voyait pas. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Imagine un tableau de maître, une œuvre d'une valeur inestimable, accrochée dans une pièce. Deux personnes entrent. La première est une experte en art. Elle s'arrête, émerveillée. Elle voit la maîtrise, la profondeur, la beauté. Elle reconnaît la valeur immense de l'œuvre. La seconde ne connaît rien à l'art. Ou pire, ne s'y intéresse pas
Elle passe devant sans même s'arrêter. Elle ne voit qu'un vieux tableau parmi d'autres. Elle hausse les épaules et continue son chemin. La question, c'est, est-ce que le tableau a moins de valeur parce que la seconde personne ne l'a pas vu? Bien sûr que non. Sa valeur n'a pas bougé. C'est la capacité à apercevoir qui différait entre les deux visiteurs. Toi, tu es ce tableau. Ta valeur ne dépendait pas de qui passait devant. Il faut maintenant appliquer ça directement à sa trahison, parce que c'est là que ça te libère. Sa trahison, sa négligence, son incapacité à te chérir. Tout ça n'est pas un verdict sur ta valeur. C'est un renseignement sur sa capacité à percevoir, à recevoir, à honorer ce qui a de la valeur. Quand il t'a traité comme si tu ne comptais pas, il ne révélait pas ce que tu valais, il révélait ses propres limites, sa propre cécité, sa propre incapacité à voir et à garder ce qui est précieux. Sa trahison est une information sur lui, pas sur toi. Elle dessine son portrait, pas le tien. Il faut insister sur ce renversement, parce qu'il est libérateur et difficile à intégrer. Pendant tout ce temps, tu as porté sa trahison comme une preuve contre toi. Tu t'es dit, s'il m'a fait ça, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, que je n'étais pas assez. Et je te demande maintenant de retourner complètement cette lecture. Sa trahison n'est pas la preuve de ton insuffisance. Elle est la preuve de son incapacité. Elle ne dit pas « tu ne méritais pas d'être bien traité ». Elle dit « il n'était pas capable de bien traiter ce qui le méritait ». Le problème n'était pas dans ce que tu offrais. Il était dans sa capacité à le recevoir. Il faut creuser cette idée de la capacité à recevoir, parce qu'elle est profonde. On peut offrir quelque chose de magnifique à quelqu'un qui n'a pas la capacité de le recevoir. C'est pas que le don manque de valeur, c'est que le récepteur manque de la capacité de l'accueillir. Ton amour, ta loyauté, ta profondeur, tu les as offerts pleinement. S'ils n'ont pas été reçus, c'est pas parce qu'ils manquaient de valeur, c'est parce qu'ils n'avaient pas, à ce moment-là, la capacité de les recevoir, de les honorer. Tu tendais de l'eau pure à quelqu'un qui, pour ses propres raisons, n'était pas capable de boire. Il faut nommer une chose importante pour être juste et complète. Comprendre, ça ne veut pas dire qu'il faut le plaindre, ni s'apitoyer sur sa cécité au point d'excuser tout. Reconnaître que sa trahison venait de son incapacité n'efface pas la responsabilité de ses actes ni la douleur qu'ils t'ont causée. Mais ça change la charge que tu portes. Tu peux tenir les deux, il est responsable de ses actes, et en même temps ses actes disent quelque chose de lui, pas de toi. La distinction n'est pas là pour l'excuser. Elle est là pour te décharger, toi, du poids d'avoir cru que t'étais le problème. Il faut voir ce que cette compréhension change, concrètement, dans ta façon de te tenir. Tant que tu croyais que sa trahison mesurait ta valeur, chaque souvenir te diminuait, te rabaissait, confirmait ton insuffisance. À partir du moment où tu comprends qu'elle mesurait sa capacité à lui, ces mêmes souvenirs changent de sens. Il parle plus de ton manque, il parle de sa limite. Tu peux repenser à ce qui s'est passé sans que ça t'abîme, parce que tu sais désormais lire ces événements pour ce qui sont le récit de son incapacité, pas le procès de ta valeur. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Dire que sa trahison ne dit rien de toi ne veut pas dire que tu n'as absolument rien à apprendre, aucune part à regarder. Il y a une différence entre ta valeur, qui n'est pas en cause, et tes choix, qui peuvent l'être. Ta valeur intrinsèque n'a rien à voir avec sa trahison. Mais tu peux quand même, si tu le souhaites, réfléchir à pourquoi tu es resté si longtemps auprès de quelqu'un qui ne te voyait pas, à quels signaux tu as ignoré, à ta tendance peut-être à offrir, à qui ne peut recevoir. Ça, c'est pas remettre en cause ta valeur, c'est gagner en lucidité. Ne confonds pas, ta valeur n'est pas le problème, avec je n'ai rien à apprendre. Et une seconde nuance, pour rester juste et honnête, comprendre que c'était sa cécité ne veut pas dire que toute personne qui te quitte ou te déçoit est forcément aveugle à une valeur immense. Ce serait basculer dans l'excès inverse, où tout rejet serait toujours la faute de l'autre et jamais une information utile. Parfois, une incompatibilité est réelle, parfois deux personnes ne se conviennent simplement pas, sans que personne soit aveugle. Le but n'est pas de te convaincre que tu es un trésor méconnu que tout le monde devrait adorer. C'est de comprendre que, dans ce cas précis, sa cécité était réelle et qu'elle ne te définit pas. Voilà le troisième point. Sa cécité dit tout de lui et rien de toi, parce que la façon dont quelqu'un te traite dépend de deux choses distinctes, ta valeur et sa capacité à la percevoir, et tu as supposé que c'était ta valeur alors que c'était sa perception.
Un aveugle qui ne voit pas un chef-d'œuvre ne prouve rien sur le tableau, comme le visiteur qui passe devant l'œuvre sans la voir n'en diminue pas la valeur. Sa trahison est donc une information sur son incapacité à recevoir ce qui a de la valeur, pas sur ton insuffisance, à condition de ne pas confondre ta valeur, qui n'est pas en cause, avec tes choix, dont tu peux tirer des leçons. Mais si sa trahison ne mesurait pas ta valeur, pourquoi as-tu cru le contraire pendant si longtemps? Pourquoi ce réflexe si puissant de retourner sa cécité contre toi, de lire dans son incapacité la preuve de ton insuffisance? Il y a une raison précise à cette confusion, et la comprendre va t'aider à t'en défaire pour de bon. C'est ce qu'on va voir maintenant. Quatrième point, pourquoi tu confondais son incapacité avec ton insuffisance? On a établi que sa cécité parlait de lui, pas de toi, mais reste une question, et elle est essentielle. Pourquoi as-tu cru le contraire si longtemps? Pourquoi ce réflexe si puissant de retourner sa trahison contre toi-même, de lire dans son incapacité la preuve de ton insuffisance? Il y a des raisons précises à cette confusion, et les comprendre, c'est ce qui va te permettre de t'en défaire pour de bon. Commençons par reconnaître à quel point cette confusion est naturelle, presque automatique. Quand quelqu'un qu'on aime nous traite comme si on ne comptait pas, la première conclusion qui monte sans qu'on la décide, c'est « le problème vient de moi ». C'est instantané, viscéral. On ne se dit pas calmement « tiens, peut-être que cette personne a un problème de perception ». Non. On se dit « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Cette conclusion s'impose avant même qu'on ait réfléchi. Et il faut comprendre pourquoi elle s'impose ainsi, parce que c'est pas de la bêtise, c'est un mécanisme. Voici la première raison, et elle est presque mathématique. Dans la relation, tu étais le témoin constant de ce qui se passait. Tu étais là, à chaque instant, avec toi-même. Alors, quand quelque chose n'allait pas, le suspect le plus disponible, le plus immédiat, c'était toi. Tu pouvais pas voir l'intérieur de sa tête à lui, ses mécanismes, sa cécité, tout ça t'était invisible. Mais toi, t'étais sous ta propre main en permanence. Alors ton esprit, cherchant une cause, s'est tourné vers la seule chose qu'il pouvait examiner de près, toi. On accuse toujours le suspect qu'on a sous les yeux, et ce suspect, c'était toi-même. Il faut comprendre cette logique, parce qu'elle est trompeuse. Le fait que tu sois le seul élément que tu puisses observer de l'intérieur ne fait pas de toi le coupable. Ça fait juste de toi le plus visible, le plus accessible à ton propre examen. Sa cécité à lui se passait dans un endroit que tu pouvais pas voir, dans son fonctionnement intérieur, dans ses défenses, dans son histoire. Alors, faute de pouvoir accuser ce que tu ne voyais pas, tu as accusé ce que tu voyais toi. Mais l'accusé le plus visible n'est pas forcément le coupable. C'est juste le plus facile à mettre en examen. Voici la deuxième raison, plus profonde, plus douloureuse. Si tu as si facilement cru que le problème venait de toi, c'est peut-être qu'il y avait déjà en toi une prédisposition à le croire, une petite voix, ancienne, qui doutait de ta valeur avant même cette relation. Beaucoup de gens portent en eux, depuis longtemps, une croyance sourde. Je ne suis pas assez, je dois mériter d'être aimé, ma valeur est fragile. Et quand une trahison arrive, elle ne crée pas cette croyance, elle la réveille, elle la confirme. Tu avais peut-être un terrain déjà prêt à accueillir l'idée que tu étais le problème. Il faut comprendre ce mécanisme, parce qu'il est important pour ta guérison. Sa trahison est venue se poser sur une blessure préexistante, comme une clé qui trouve sa serrure. Si tu n'avais eu aucun doute sur ta valeur, sa cécité t'aurait peut-être fait penser « il ne me voit pas, tant pis pour lui ». Mais parce qu'une part de toi doutait déjà, sa cécité a semblé confirmer ce doute tu vois, j'avais raison, je vaux pas grand-chose. C'est pas la trahison qui a créé ton sentiment d'insuffisance. Elle l'a activé, nourri, aggravé, et c'est pour ça qu'elle a fait si mal. Elle a touché une plaie qui était déjà là. Laisse-moi te montrer cette confusion avec une image. Imagine quelqu'un qui présente un billet de banque parfaitement authentique à un commerçant, et que le commerçant, avec un mauvais appareil de détection, le déclare faux et le refuse. Qu'est-ce que la personne ressent? Souvent, un moment de honte, de gêne, comme si elle avait fait quelque chose de mal, comme si c'était elle le problème. Elle range le billet, mal à l'aise, en doutant presque. Alors que le billet est vrai, c'est l'appareil du commerçant qui est défaillant. Mais dans l'instant, la personne rejette le doute sur elle, pas sur l'appareil. Toi, t'étais ce billet authentique, son incapacité à te reconnaître t'a fait douter de ta propre authenticité, alors que le défaut était dans son appareil de détection à lui, pas dans ta valeur. Il faut maintenant nommer la troisième raison, parce qu'elle est spécifique aux relations. Souvent, celui qui trahit, sans même le vouloir, te renvoie la responsabilité. Par ses mots, ses reproches,
Ses justifications, il dit peut-être « tu demandes trop »,« tu es trop sensible »,« tu en fais trop », et ces phrases répétées s'installent en toi. Tu commences à croire que si ça marche pas, c'est parce que t'es trop ou pas assez. Il t'a peut-être activement fait porter le poids de son incapacité à lui. C'est fréquent. Celui qui ne peut pas voir ou recevoir retourne souvent le problème vers l'autre pour ne pas avoir à affronter sa propre limite. Il faut voir la mécanique injuste de ça, par la logique. Il avait un problème de perception, de capacité à recevoir, mais reconnaître ça aurait été douloureux pour lui, aurait menacé l'image qu'il avait de lui-même. Alors plus ou moins consciemment, il a déplacé le problème sur toi. Le problème, c'est pas que je sais pas recevoir, c'est que tu demandes trop. Et toi, de bonne foi, tu as accepté ce fardeau. Tu as pris sur toi une responsabilité qui était la sienne. Tu t'es sentie insuffisante pour un manque qui, en réalité, était le sien. Il faut maintenant défaire tout ça, poser la vérité clairement. Ton amour n'était pas trop grand, ta sensibilité n'était pas excessive, tes besoins n'étaient pas déraisonnables. Ces choses ont simplement été offertes à quelqu'un qui n'avait pas la capacité de les recevoir, de les honorer, de les manier. C'est pas une question de quantité, tu n'aimais pas trop. C'est une question de destinataire. Tu aimais quelqu'un qui ne pouvait pas recevoir cet amour. Le même amour offert à quelqu'un capable de le recevoir ne serait pas trop. Il serait exactement ce qu'il faut, un cadeau. C'était pas ton amour le problème, c'était son incapacité à l'accueillir. Il faut insister sur ce déplacement, parce qu'il est libérateur. Passe de la question « qu'est-ce qui n'allait pas chez moi ?» à la question « qu'est-ce qu'il n'était pas capable de recevoir ?» La première question t'enferme dans la honte et le doute. La seconde te rend ta dignité en plaçant le manque là où il était vraiment, dans sa capacité à lui. Tu n'étais pas défectueuse. Tu étais authentique, offerte à quelqu'un qui ne savait pas reconnaître l'authentique. Et ça change tout dans la façon dont tu te regardes. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Comprendre que tu confondais son incapacité avec ton insuffisance ne veut pas dire que tu n'as jamais aucun défaut, que tu es parfaite, que tout est toujours de la faute de l'autre. Ce serait l'excès inverse. Tu as tes imperfections, comme tout le monde, et certaines ont peut-être joué dans la relation. Mais il y a une différence entre avoir des imperfections normales humaines et être fondamentalement insuffisante, indigne d'être aimée. Ta valeur profonde n'était pas en cause. Tes petits défauts, si, peut-être, comme ceux de tout le monde, ne basculent pas de « je suis le problème » à « je n'ai aucun défaut ». La vérité est au milieu, tu es imparfaite et pleinement digne, en même temps, et une seconde nuance. Pour rester juste, reconnaître qu'il t'a peut-être envoyé la responsabilité ne veut pas dire le diaboliser, en faire un manipulateur cynique qui te culpabilisait exprès. Souvent, ce déplacement de responsabilité n'est pas conscient. Il se disait pas « je vais lui faire croire que c'est sa faute pour cacher la mienne ». Il fuyait lui aussi une vérité inconfortable sur sa propre incapacité et ce déplacement se faisait presque tout seul. Comprendre ça n'est pas pour l'accuser d'un calcul. C'est pour que tu cesses de porter un fardeau qui n'était pas le tien, qu'il te l'ait mis dessus volontairement ou non. Voilà le quatrième point. Tu as confondu son incapacité avec ton insuffisance pour 3 raisons. Parce que tu étais le seul suspect que tu pouvais observer de l'intérieur, parce qu'une croyance ancienne en ton insuffisance était déjà là, prête à être réveillée. Et parce qu'il t'a peut-être renvoyé la responsabilité de son propre manque. Comme le billet authentique refusé par un appareil défaillant, tu as douté de toi alors que le défaut était dans sa perception à lui. Ton amour n'était pas trop grand, il était offert à quelqu'un qui ne pouvait pas le recevoir, à condition de comprendre que tu es imparfaite et pleinement digne à la fois, et sans en faire forcément un calcul de sa part. Nous avons maintenant compris pourquoi il ne te voyait pas, pourquoi la valeur ne se révèle qu'à travers l'absence, ce que sa cécité disait de lui et pourquoi tu l'avais retourné contre toi. Il est temps alors de regarder ce que cette cécité lui a coûté à lui, non pour t'en réjouir, mais parce que c'est la conséquence logique et un peu triste de tout ce qu'on vient de comprendre. 5e point. Ce que sa cécité lui a coûté à lui. Il est temps de regarder ce que cette cécité lui a coûté. Et je veux être clair sur l'esprit dans lequel on le fait, parce que ça compte. C'est pas pour t'en réjouir, pour savourer sa souffrance, pour transformer sa perte en ta revanche. C'est parce que c'est la conséquence logique, et honnêtement un peu triste, de tout ce qu'on vient de comprendre. Quand on ne voit pas la valeur de ce qu'on a, on finit par le perdre. Et on en paie le prix. C'est ainsi.
Commençons par écarter une image fausse, celle du karma spectaculaire. Quand on parle de ce que sa trahison lui a coûté, on imagine parfois un effondrement dramatique, sa vie qui s'écroule, un châtiment visible et immédiat. C'est pas ça la réalité. La vraie vie est rarement aussi théâtrale. Ce qu'il a perdu est plus discret, plus intérieur, mais à bien des égards plus profond. C'est pas une catastrophe visible. C'est une perte silencieuse qui travaille en dessous et qui pèse peut-être davantage qu'une punition éclatante. Il faut comprendre la première chose qu'il a perdue, et c'est la plus importante. Il n'a pas seulement perdu une personne, toi. Il a perdu une version de lui-même. Réfléchis à ça, parce que c'est subtil et essentiel. Quand il était avec toi, quand il était aimé de cette façon, une autre part de lui pouvait exister, une part plus ouverte, plus vivante, plus en paix. Ton amour l'invitait en permanence à devenir cette version plus douce, plus vraie de lui-même. Il pouvait, auprès de toi, être quelqu'un qui n'arrivait pas à être seul. Il faut vraiment saisir ce mécanisme, parce qu'il est profond. Certaines relations ne nous ajoutent pas seulement une présence, elles font émerger en nous une meilleure version de nous-mêmes. Auprès de la bonne personne, on devient plus patient, plus généreux, plus courageux, plus vivant. Cette version-là n'existe pas tout seul. Elle naît de la relation, de ce que l'autre fait grandir en nous. Ton amour faisait émerger chez lui une part meilleure. Et en te trahissant, en détruisant le lien, il n'a pas seulement perdu ton amour. Il a perdu l'accès à cette version de lui que ton amour rendait possible. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à une plante qui pousse dans un endroit parfaitement adapté, avec la bonne lumière, la bonne terre, la bonne eau. Dans cet endroit, elle s'épanouit, elle donne des fleurs magnifiques, elle devient la plus belle version d'elle-même. Cette floraison n'est pas seulement dans la plante, elle naît de la rencontre entre la plante et les conditions idéales. Maintenant, arrache cette plante et mets-la dans un sol pauvre, sans lumière. Elle survivra peut-être, mais elle ne fleurira plus. C'est pas qu'elle a perdu un jardin, c'est qu'elle a perdu les conditions qui lui permettaient de fleurir. En te perdant, il n'a pas juste perdu une personne. Il a perdu le sol dans lequel il pouvait, lui, fleurir. Il faut nommer la deuxième chose qu'il a perdue, parce qu'elle découle de la première. Avant toi, il ignorait ce qui lui manquait. Il vivait dans sa distance, dans ses murs, en croyant que c'était ça, la liberté, la maturité, l'indépendance. Il savait pas ce qu'était une vraie proximité, alors il pouvait pas en ressentir le manque. Mais avec toi, il a goûté à autre chose. Il a connu, même sans savoir la nommer, ce que c'était qu'être vraiment vu, vraiment accueilli. Et maintenant, il le sait. Il a perdu l'innocence de celui qui ne connaît pas ce qui lui manque. Il faut comprendre pourquoi cette connaissance est un poids, par la logique. Tant qu'on ignore ce qui existe, on ne le regrette pas. On peut être content de peu, parce qu'on ne sait pas qu'il y a mieux. Mais une fois qu'on a goûté à quelque chose de plus grand, on ne peut plus revenir à l'ignorance heureuse d'avant. Sa distance émotionnelle, qu'il appelait liberté, va peut-être commencer à ressembler, à ses yeux, à de la solitude. Son indépendance, qu'il célébrait, va peut-être se révéler comme de l'isolement, parce qu'il sait désormais ce que la vraie proximité pouvait être. Et cette connaissance-là ne s'efface pas. Il faut décrire comment ça se manifeste, concrètement, parce que c'est pas dramatique, c'est diffus. Ça n'apparaît pas dans un effondrement, ça apparaît dans les creux, dans des relations futures qui n'atteignent jamais la même profondeur, sans qu'ils comprennent bien pourquoi. Dans des soirées tranquilles où quelque chose semble étrangement manquer, sans qu'ils puissent le nommer. Dans ces moments inattendus où son esprit revient, brièvement, à ce qu'il avait, avant qu'il ne repousse vite la pensée. L'absence devient une note de fond dans sa vie, une conscience diffuse de quelque chose qui a été là et qui n'y est plus. Il faut être précis et honnête sur ce point, parce que c'est important pour ta ligne. Ça ne veut pas dire que sa vie est détruite, ni qu'il est effondré, ni qu'il pense à toi tous les jours en pleurant. Ce serait faux, et te le faire croire serait te vendre du rêve. Sa vie peut très bien fonctionner en apparence. Il peut être performant, entouré, avoir l'air d'aller bien. La perte dont je parle n'est pas visible de l'extérieur. C'est une perte intime, silencieuse, la conscience sourde qu'on lui avait offert quelque chose de rare et qu'il n'a pas su le garder. Cette conscience-là peut coexister avec une vie qui, vue du dehors, marche très bien. Il faut maintenant nommer la troisième perte, la plus subtile, parce qu'elle rejoint tout ce qu'on a dit. En te trahissant, il n'a pas seulement perdu quelque chose, il a renforcé ce qui le limitait. Chaque fois qu'il a choisi la fuite plutôt que la présence, la distance plutôt que l'ouverture, il a rendu ce réflexe un peu plus fort, un peu plus automatique. Ses murs sont devenus plus hauts. Sa capacité à se rapprocher, déjà fragile, c'est encore réduite. Il s'est pas seulement éloigné de toi,
Il s'est éloigné un peu plus de sa propre capacité à aimer vraiment. Il a creusé sa propre prison. Il faut voir la vraie tristesse de tout ça. Et c'est là que le ton n'est pas revanchard, mais lucide. C'est pas une punition qu'on lui inflige. C'est une conséquence qu'il s'inflige à lui-même par sa cécité. Il n'a pas su voir, donc il n'a pas su garder, donc il a perdu, et cette perte le suit. Il n'y a pas de bourreau dans cette histoire, pas de vengeance cosmique. Il y a juste la logique triste de quelqu'un qui, incapable de voir la valeur de ce qu'il tenait, s'est privé lui-même de ce qu'il avait de plus précieux. C'est moins une justice qu'une tragédie. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est essentielle pour ta ligne et pour ton cœur. Comprendre ce qu'il a perdu ne doit pas devenir le lieu où tu t'installes. Il y a une tentation ici de savourer, de revenir sans cesse à cette idée qu'il souffre, qu'il regrette, qu'il a perdu. Et cette tentation est humaine, surtout après ce qu'il t'a fait. Mais fais attention, parce que t'attarder là-dessus te maintient tourné vers lui. Si ta consolation c'est qu'il souffre, alors tu as encore besoin de lui, de sa souffrance, pour aller bien. Et ça te garde relié à lui. Regarde ce qu'il a perdu une fois, comprends-le, puis détourne le regard. C'est pas là que se trouve ta guérison. Et une seconde nuance, tout aussi importante, pour rester dans la vérité. Ce qu'il a perdu ne garantit pas qu'il reviendra, ni qu'il changera. Certains, face à cette perte, se réveillent et grandissent. Beaucoup, non. Ils continuent, avec cette note triste en arrière-plan, sans jamais rien changer, parce que changer demanderait d'affronter ce qu'il fuit depuis toujours. Ne transforme pas sa perte en espoir de retour. Il a perdu quelque chose, oui, mais ça ne dessine aucune flèche vers toi, et ta vie ne doit surtout pas rester en attente de ce qu'il fera de cette perte. Voilà le 5e point. Sa cécité lui a coûté cher, non par un effondrement spectaculaire, mais par une perte silencieuse et profonde. Il n'a pas seulement perdu une personne, il a perdu la version de lui-même que ton amour faisait fleurir comme une plante arrachée au sol où elle pouvait s'épanouir. Il a perdu l'innocence de celui qui ignorait ce qui lui manquait, et sa distance risque désormais de ressembler à de la solitude. Et en fuyant, il a renforcé sa propre prison. C'est moins une punition qu'une tragédie qu'il s'inflige, à condition de ne pas t'installer dans cette pensée, ni d'en faire un espoir de retour, car ta guérison n'est pas là. Justement, ta guérison est ailleurs, et c'est là que tout converge. Parce que pendant tout cet épisode, on a beaucoup parlé de lui, de sa cécité, de ce qu'il a perdu. Mais la vraie histoire, la seule qui compte vraiment pour toi désormais, c'est pas ce qu'il a perdu, c'est ce que tu as trouvé. Le moment où c'est toi, qui vois ta propre valeur, sans plus attendre le regard de personne. 6e point, pourquoi ta valeur, une fois que tu la connais, ne dépend plus du regard de personne. On arrive au terme, et c'est ici que tout bascule, du bon côté cette fois. Parce que pendant tout cet épisode, on a beaucoup parlé de lui, de sa cécité, de ce qu'il n'a pas vu, de ce qu'il a perdu. Mais la vraie histoire, la seule qui compte désormais pour toi, c'est pas ce qu'il a perdu. C'est ce que tu es en train de trouver. Le moment où c'est toi, qui vois ta propre valeur, sans plus attendre le regard de personne pour la confirmer. Commençons par mesurer le renversement qui s'est opéré, sans même que tu t'en rendes compte. Pendant longtemps, ta valeur, dans ton propre esprit, dépendait de son regard à lui. S'il te chérissait, tu te sentais précieuse. S'il te négligeait, tu te sentais insignifiante. Ta valeur montait et descendait au rythme de son attention, comme si c'était lui qui la fixait, qui en décidait. Tu avais, sans le vouloir, remis entre ses mains le pouvoir de déterminer ce que tu valais. Et c'est ça, précisément, qui va changer. Il faut comprendre pourquoi c'était un piège, par la logique, parce que ça éclaire toute ta souffrance passée. Si ta valeur dépend du regard d'un autre, alors tu n'es jamais en sécurité. Parce que ce regard, tu ne le contrôles pas. Il peut se détourner, se voiler, être défaillant comme on l'a vu. Tant que ta valeur repose sur la perception de quelqu'un d'autre, elle est aussi instable, aussi fragile que cette personne. Tu es à la merci de sa capacité à voir, de son humeur, de ses limites. Confier sa valeur au regard d'autrui, c'est bâtir sa maison sur un terrain qui ne t'appartient pas. Il faut nommer la libération qui devient possible, parce qu'elle est immense. Le jour où tu comprends que ta valeur ne dépend pas de qui la voit, tu reprends ce pouvoir que tu avais confié. Tu deviens la source de ta propre valeur, celle qui la connaît, la fixe, la porte, indépendamment de tout regard extérieur. Ta valeur cesse de monter et descendre selon l'attention des autres. Elle devient stable, ancrée en toi, parce que c'est toi, désormais, qui la reconnais. Et une valeur qu'on porte soi-même
ne peut plus être ébranlé par la cécité de qui que ce soit. Il faut vraiment saisir cette idée, parce qu'elle est le cœur de toute la guérison. Reprends l'image du tableau. Un tableau de maître a une valeur intrinsèque, qui existe qu'un visiteur la voit ou non, mais imagine que le tableau, lui-même, prenne conscience de sa propre valeur, qu'il n'ait plus besoin qu'un expert s'arrête devant lui pour ce savoir précieux, qu'il porte en lui-même la certitude de ce qu'il vaut. Alors les visiteurs peuvent passer, s'arrêter ou non, voir ou ne pas voir, ça ne change plus rien à ce qu'il sait être. C'est ça, ta transformation, passer de tableau qui attend d'être reconnu à valeur qui se connaît elle-même. Il faut décrire ce qui a rendu ça possible, parce que c'est pas venu de nulle part. Cette connaissance de ta valeur, tu l'as pas reçue d'un coup par magie. Tu l'as construite dans l'espace vide qu'a laissé son absence. Pendant qu'il s'éloignait, toi tu as fait un travail invisible et immense. Tu as traversé la douleur au lieu de la fuir. Tu as porté le chagrin, tu l'as regardé, tu en as tiré des leçons. Tu t'es reconstruite, morceau par morceau. Et quelque part dans ce processus, sans même un jour précis, tu as commencé à te tenir différemment, à te faire confiance, à savoir ta valeur sans avoir besoin qu'on te la confirme. Il faut souligner le contraste, parce qu'il est saisissant et qu'il referme l'épisode. Pendant qu'il s'appuyait sur la distance, sur la fuite, sur ses murs, toi, tu as fait exactement l'inverse, tu as fait face, il a fui ce qu'il ressentait, tu as traversé ce que tu ressentais, il s'est protégé de la douleur en se coupant, tu as accueilli la douleur et tu en as fait quelque chose. Et voilà le résultat, lui reste avec ses murs un peu plus enfermés qu'avant, et toi, tu ressors plus ouverte, plus forte, plus entière. C'est ça, la vraie différence entre son histoire et la tienne. Lui n'a pas su protéger ce qu'il avait. Toi, tu as su te construire à partir de ce que tu as perdu. Il faut nommer ce que tu as découvert sur ton amour, parce que c'est une réhabilitation essentielle. Tu as cru un temps que ton amour était trop ou pas assez, tu sais maintenant la vérité, ton amour n'était pas défectueux. Ta capacité à aimer profondément n'a pas été détruite par cette trahison, elle a survécu. Ta loyauté, ta patience, ta profondeur ne sont pas des faiblesses qui t'ont rendu vulnérable. Ce sont des dons, rares, précieux, qui méritent d'être reçus par quelqu'un capable de les accueillir. Tu n'as pas à les réduire. Tu as juste à mieux choisir à qui tu les offres. Il faut poser la conséquence la plus puissante de cette connaissance de soi, parce qu'elle change tout ton avenir. À partir du moment où tu connais vraiment ta propre valeur, l'incapacité de quelqu'un d'autre à la voir perd tout son pouvoir sur toi. Elle peut plus te définir, plus te diminuer, plus te faire douter. Quelqu'un peut passer devant toi sans te voir, ça ne changera plus rien, parce que tu sais, toi, ce que tu vaux. Tu n'es plus à la merci du regard des autres. Tu es devenu le socle de ta propre valeur. Et ça, personne ne peut te le reprendre. Aucune trahison ne peut l'effacer. Il faut boucler avec le sens ultime de tout ce qui s'est passé, parce que c'est la vraie réponse au titre. Le titre disait qu'il ne savait pas que te trahir ruinerait sa vie. Mais la vraie histoire, la tienne, c'est autre chose. Oui, t'as perdu et avec toi, il a perdu la chance de devenir meilleur, mais toi, tu t'es pas perdu. Dans le vide qu'il a laissé, tu as trouvé quelque chose qu'il ne pourra jamais t'enlever, toi-même, ta propre valeur, connue, portée, souveraine. Sa cécité, qui devait te diminuer, t'a finalement conduite là où tu n'attends plus le regard de personne pour savoir qui tu es. Je pose une nuance importante ici, parce qu'elle est nécessaire. Connaître ta valeur indépendamment du regard des autres ne veut pas dire que tu n'as plus besoin de personne, que tu dois devenir une forteresse qui se suffit à elle-même et n'attend plus rien. Ce serait basculer dans son fonctionnement à lui, dans les murs et la distance. Savoir ta valeur ne veut pas dire te couper des autres. Ça veut dire ne plus dépendre d'eux pour te sentir digne. Tu peux et tu dois continuer à t'ouvrir, à aimer, à recevoir de l'amour. La différence, c'est que cet amour viendra confirmer une valeur que tu connais déjà, au lieu de créer une valeur que tu ne trouvais qu'en lui. Reçois le regard des autres, mais ne suspends plus ta valeur à lui. Et une seconde nuance, pour finir dans la vérité. Connaître sa valeur n'est pas un état définitif, acquis une fois pour toutes, à l'abri de tout doute. Il y aura encore des jours où la vieille voix reviendra, où tu douteras, où tu te sentiras de nouveau insuffisante. C'est normal, ça ne veut pas dire que tu as échoué, ni que tu as tout perdu. Connaître sa valeur, c'est pas ne plus jamais douter. C'est savoir, même dans le doute, revenir à cette certitude que tu as construite un peu plus vite, un peu plus fort à chaque fois. C'est pas l'absence de doute, c'est le socle qui tient, même quand le doute passe. Voilà le dernier point, et il referme tout. Ta valeur, une fois que tu la connais, ne dépend plus du regard de personne, parce que tu as repris ce pouvoir que tu avais confié à son regard à lui. Là où ta valeur montait et descendait selon son attention,
Elle est désormais ancrée en toi, comme le tableau qui n'a plus besoin d'un visiteur pour se savoir précieux. Tu as construit cette certitude dans le vide de son absence, en traversant ce qui la fuit, et tu ressors plus entière qu'en lui reste enfermé. Une fois que tu sais ce que tu vaux, l'incapacité d'autrui à le voir perd tout pouvoir sur toi, à condition de rester ouverte aux autres et de savoir revenir à ce socle, même les jours de doute. Alors voici ce que je voudrais te laisser. Au terme de tout ce chemin, on a commencé avec lui, avec sa cécité, avec cette trahison qu'il n'a pas su mesurer, et on finit avec toi, avec ta valeur, avec cette femme que tu es devenue. C'est le bon sens de l'histoire. Parce que lui, il restera peut-être longtemps avec cette question sourde, celle de ce qu'il n'a pas su protéger, mais toi, tu repars avec une réponse. Tu sais maintenant exactement qui tu es et ce que tu vaux. Il voyait pas ta valeur, c'est vrai. Mais le plus important, c'est plus ça. Le plus important, c'est que toi, désormais, tu la vois. Et le jour où tu vois ta propre valeur, de tes propres yeux, sans plus attendre que quelqu'un te la confirme, tu deviens libre. Libre de son regard, libre de sa cécité, libre de tout regard qui ne saurait pas te voir. Ce qu'il n'a pas su reconnaître, tu l'as trouvé toi-même. Et c'est la seule reconnaissance qui, au fond, comptait vraiment. Si ce chemin t'a parlé, tu peux laisser ceci en commentaire. Je vois enfin ce que je vaux. Et merci d'être resté jusqu'à la fin.